Donc on y va? On y va. On y va? On y va pour cette rencontre, cette belle rencontre avec Florian Simpey, baryton Figaro pour le Barbier de Séville sur les Corrigis d'Orange, et nous sommes sur le décor. Sur le plateau, oui, superbe. Nous avons d'ailleurs ce privilège intense de faire nos interviews à chaque fois sur les décors, et c'est absolument fabuleux parce que du coup ça nous permet d'être dans l'ambiance. Exactement, au cœur de l'opéra, de l'action, de l'histoire. Oui. Super. Merci infiniment Florian Simpey. Merci à vous d'être là. Je suis ravie parce que vous êtes un jeune baryton absolument talentueux. J'ai envie de dire, moi je vous ai suivi un petit peu dès votre début, et je trouve que depuis ces dernières années, waouh, vous vous envolez. Oui, on va essayer de ne pas aller trop haut, mais comment vous le vivez? Je vais tout de suite parler des inconvénients au métier. Il y en a deux pour moi. C'est l'organisation sur le long terme, c'est-à-dire on a des plannings qui se remplissent maintenant sur les 4-5 prochaines saisons. Donc c'est réussir à voir loin, réussir à fixer les vacances le plus tôt possible sur les saisons, mais on ne parle même pas de l'année prochaine, on parle dans 2 ans, dans 3 ans, et ça c'est très difficile. Donc ça c'est le inconvénient numéro 1. Et le deuxième inconvénient, c'est la solitude, parce que étant toujours, moi je suis bordelais, ma maison c'est à Bordeaux, j'ai toute ma famille là-bas, mais je n'y suis jamais, sauf quand j'ai la chance de faire une production à l'Opéra de Bordeaux ou que je suis en vacances. Mais sinon je suis tout le temps parti. Mais hormis ces 2 petits points négatifs, mon métier n'est que du pur bonheur, que du partage, à la fois de la musique, des émotions, et voilà, pourvu que ça dure. Que vous recevez et que vous donnez aussi des émotions que vous partagez. Complètement. J'ai toujours pensé que de toute façon, le principe même de l'artiste de spectacle vivant, que ce soit le théâtre, l'opéra ou le spectacle de rue, tous les spectacles, le principe même d'un artiste, c'est la transmission. C'est-à-dire que l'artiste, lui, il est là pour donner, le public est là pour recevoir. Et donc bien sûr que nous, on prend énormément de plaisir sur scène, on se partage entre nous beaucoup de plaisir, mais il ne faut jamais oublier que notre principe même, on va dire le sacré dans notre travail, c'est vraiment de transmettre. Voilà. Et notre travail est bien réussi quand à la fin on nous dit que voilà, le public a apprécié, ou qu'ils ont bien reçu au contraire les émotions, qui sont passées par plusieurs états d'émotions, et c'est ça qui nous rassure en nous disant que ça nous conforte dans notre parcours artistique. Alors ce théâtre antique, vous le connaissez, je crois? Oui, un peu. En fait, je viens depuis 6 ans. Chaque année, je fais l'émission de télé sur France 3 Musique en Fête. Ouais. Et même si à chaque fois c'est pour une période assez courte de 3-4 jours, mais j'ai quand même bien le temps d'en profiter. Je l'aime énormément, et je le connais de toute façon depuis toujours, parce que je regardais, même étant petit, les retransmissions d'opéra à la télévision. Et donc j'étais passionné, fasciné par ce mur de pierre construit par les Romains. Déjà tout petit, je me disais, mon Dieu, c'est encore ici, c'est encore quasiment intact, c'est encore solide. Et on continue d'y faire des spectacles. Et ce qui me plaît le plus dans ce lieu, et ce qui même m'émeut beaucoup moi, c'est que c'est un lieu qu'on a mis très longtemps à construire. Ça a été très difficile, on le voit, beaucoup de techniques ont été employées pour que ça soit encore là aujourd'hui. C'est que architecturalement, techniquement, tout ça a été très très bien pensé. La construction a été longue, mais c'est encore là. Et ce qui m'émeut, c'est que il est un peu pour moi la matérialisation de ce qu'est l'art du spectacle, et qu'il a été fait pour le divertissement. Ce n'est pas un temple, même s'il y a un temple juste à côté, c'est un théâtre, et pas un petit théâtre, c'est un immense théâtre. Alors cette année, c'est la première fois d'une vraie prise de rôle au théâtre antique, c'est ce que vous aviez l'impression de dire? Oui, exactement. En fait, première fois au Corrigis, même si dans la saison dernière j'ai fait un récital, mais c'était la Cour Saint-Louis, c'était pas ici au théâtre. Donc, en tant qu'opéra en entier, dans un rôle en entier, oui, c'est ma première fois au Corrigis. Et Figaro, c'est un rôle que vous connaissez déjà, je crois. Figaro, c'est le rôle que je chante le plus aujourd'hui, depuis maintenant 2012, et puis les prochaines saisons sont à 70% pleines de Figaro. De Figaro. Ce qui, moi, me remplit de bonheur, bien sûr. Donc, je suis très heureux qu'on m'identifie à ce rôle, que les directeurs de théâtre m'identifient à ce rôle, que le public m'identifie à ce rôle. Ouais. Moi, je m'identifie un tout petit peu à ce rôle aussi. À force, peut-être. Comme je dis toujours, j'adore Figaro, et j'ai l'impression que lui m'aime de plus en plus. Ouais. Parce qu'il y a cette sorte de relation de confiance, et voilà, plus je le chante, et plus il se développe, et plus moi, artistiquement, je me développe aussi. D'ailleurs, quand vous parlez aussi, on a cette intonation, cette résonance, on entend la voix chanter, du coup, bien sûr. Ça dénote une résonance de Figaro. Alors, il est comment pour vous, ce Figaro? Il a beaucoup changé depuis. Il a commencé en étant ce qu'il est, ce que
public le ressent comme étant un personnage très, on va dire, très enjoué, très pétillant, très joyeux. Mais il a pas mal évolué, surtout depuis la production que j'ai faite avec Laurent Pelli au Théâtre des Champs-Élysées, qu'on a repris après un peu partout, où on est allé chercher justement dans le côté un peu plus manipulateur de Figaro, ce qui est vrai. C'est un personnage très intéressé, il fait les 400 coups, mais il est fait par intérêt, il est fait pour l'argent. Et donc on est allé en chercher un peu plus là-dedans. Donc j'essaie aujourd'hui de lui donner un peu plus cette dimension, qui n'est pas noire, mais un peu plus mafioso, un peu plus... oui, un peu manipulateur en tous les cas, ce qui n'enlève absolument rien, bien au contraire, à la qualité musicale et vocale du personnage. Est-ce que justement ce Figaro ne prend peut-être plus de confiance peu à peu? Il grandit, si je peux dire ainsi, comme vous avez acquis aussi une certaine expérience par rapport à vos vocalises, votre talent, votre prestance scénique. Est-ce que aussi le personnage suit cette croissance? Il est bien évident que plus on chante un rôle et plus ça devient presque un automatisme à tous les niveaux. Au niveau de l'interprétation, au niveau parce que malheureusement non, c'est pas le bon mot, c'est bien heureusement, mais je veux dire l'histoire reste la même. Qu'on fasse une production, d'une transposition dans une époque ou dans une autre, le rapport entre les personnages reste exactement le même. Donc il y a cette sorte de confiance qui s'installe et d'automatisme qui fait que bien que ça soit un vrai rasoir ou que ça soit un rasoir électrique, c'est toujours le même. Voilà, Figaro fait la barbe à Bartolo, c'est comme ça. C'est la situation qui est comme ça. Et donc, avec la pratique, avec les productions qui s'enchaînent les unes aux autres, effectivement, il y a une confiance et je peux finalement axer mon travail de moins en moins sur la partie technique vocale, parce qu'elle est déjà bien installée, et de plus en plus sur la subtilité d'interprétation. Sur la partie théâtrale? Exactement, bien sûr, qui était déjà là, très présente au départ. J'ai toujours aimé, adoré la scène, mais on va dire qu'il y a une partie de l'esprit qui lâche prise par rapport à la technique et à la voix, et une autre partie de l'esprit qui, elle, est l'esprit du comédien, qui, oui, prend de plus en plus de place. Par rapport à cette mise en scène sur les Corrigés d'Orange, vous le percevez comment alors ce Figaro? On est dans... Alors on est comment dans les années 60, voilà. Donc déjà ça plante bien le décor. On est dans les années 60 en Italie, parce qu'en fait l'idée est plus de faire une transposition dans l'univers de la Cinecittà. Donc on est vraiment dans l'idée de réaliser un film du Barbier de Séville. Ouais. Et donc tous les décors que le public voit sur scène sont en fait des décors de cinéma. Et à côté de ces décors, il y a tout le nécessaire qu'on retrouve sur les plateaux de cinéma. Donc les loges, les fauteuils de cinéma pour que les comédiens s'assoient. Il y a aussi un petit côté, et ça c'est le bon côté pour moi, parce que chaque soir il y a les odeurs merveilleuses de nourriture. Il y a un chef étoilé qui cuisine pour nous sur scène tous les soirs du spectacle. Et ça, c'est juste merveilleux parce que pendant le spectacle, quand on n'a pas à chanter, on peut aller là-bas et grignoter quelques bons petits plats tout simplement merveilleux. Et donc voilà, l'univers est dans celui du Cinecittà et le Figaro est là pour le coup un Figaro un peu plus mafioso, un peu plus, on va dire, moi c'est entre le parrain et Elvis Presley. Il y a quelque chose de à la fois assez rock'n'roll et puis et en même temps assez mafieux et manipulateur là aussi. Ouais. Et donc du coup, comment vous avez préparé votre rôle hors vocalement? Vous vous êtes inspiré, vous avez regardé des films? J'ai surtout parlé avec le metteur en scène, savoir, bon voilà, puis il m'avait envoyé il y a quelques mois la vidéo, c'est une production qui a été faite à Monte Carlo. Oui. Et donc il m'avait envoyé la vidéo pour me dire, écoute, regarde comment est ce Figaro, et puis voilà, travailler un peu dessus comme ça. Et donc j'ai tout de suite vu qu'effectivement, on était dans les années 60, rien qu'au costume, c'était déjà un superbe costume. Et donc j'ai vu que oui, c'était un Figaro un peu plus cool, un peu plus relax, mais en même temps qui perd jamais le nord. Et donc c'était très intéressant que d'être toujours un Figaro qui soit sur des ressorts. Dans celui-là, il est vraiment un peu plus... voilà. Et donc j'ai un peu travaillé dans ce sens-là, et c'est ce qu'on a fait quand on a commencé les répétitions avec le metteur en scène. On a essayé de trouver un personnage qui était un peu plus... qui rôdait un peu comme ça autour des autres, et qui regardait les situations se faire, et quand il le fallait, tac, venait intervenir. Mais sinon, il mettait les pièces en place, et puis il laissait la sauce prendre, et puis voilà. C'est très intéressant. Alors cette voix que vous avez et qui donne des émotions absolument fantastiques à chaque fois, vous vous êtes aperçu comment en fait que vous étiez dans cette voix de baryton?
Comment c'est arrivé? À quel âge? Le chant déjà est arrivé très très tôt. L'amour de la scène a toujours été là quand j'étais tout petit. Déjà quand vous regardez l'opéra au Théâtre Antique quand vous étiez enfant? Exactement, et puis je me disais ça, et puis les opéras en cassette vidéo que mes parents m'achetaient, ou même les CD d'opéra que mes parents m'achetaient. La musique classique dans ma famille de toute façon est depuis toujours. Fait partie de l'univers. Fait partie de l'univers. Mais vraiment l'opéra c'est arrivé aux alentours de l'âge de 10 ans où vraiment j'ai commencé à regarder des cassettes vidéo, à revoir les retransmissions et j'ai une passion folle pour ces voix que je trouvais surhumaines à l'époque. Pour moi c'était impressionnant de réussir à créer un son aussi puissant avec un corps humain, c'est-à-dire que voilà, c'est 100 fois plus qu'un cri en étant 100 fois plus doux, c'est ça qui est impressionnant. Et donc je me suis pris de passion pour ça, j'ai fait 10 ans de piano. J'ai fait ma formation, on va dire, de musicien, formation de solfège, formation pianistique, qui aujourd'hui m'aide énormément, mais que je ne pratique absolument plus. Et le chant est venu parce que je me suis dit, ben, j'ai envie de voir si peut-être j'aurais une voix, est-ce qu'il y a quelque chose là derrière? Et quand je suis rentré au conservatoire d'une ville à côté de Bordeaux qui s'appelle Libourne, là où j'ai fait mes études, mon lycée, il y avait au conservatoire une professeure de chant qui s'appelle toujours Françoise Detchenik et j'ai poussé la porte en disant bon mais voilà, j'aimerais bien, j'adore l'opéra, je connaissais déjà tous les noms des chanteurs, elle était impressionnée et je lui ai dit est-ce que moi j'ai une voix, est-ce que j'ai quelque chose? Elle m'a fait faire 3 vocalises, elle m'a dit je vous prends. Et là a commencé ma formation vraiment vocale de chanteur et ensuite à la fin, quand j'ai terminé mon lycée, à la fin de ce conservatoire-là, il y a dans le jury, pour mon dernier examen, il y avait une professeure du conservatoire de Bordeaux, Maryse Castetz, qui est toujours mon professeur aujourd'hui, et qui m'a dit « il faut qu'on se revoie tous les deux, vous allez venir à Bordeaux. » Oui, oui, j'y pense, mais d'abord, il faut que j'aille en fac de musicaux. Non, 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 vous venez à Bordeaux. Donc elle avait sûrement entendu quelque chose, et puis ça n'a pas loupé. Ça a été 3 années de conservatoire très intenses, avec une progression vraiment fulgurante. Et à la fin de ces 3 années, l'Opéra de Bordeaux m'a proposé tout de suite le premier rôle de Papageno pour 2 représentations dans La Flûte enchantée, ce qui m'a, on va dire, complètement lancé. Et puis ensuite, je suis rentré à l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris, que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai trouvé un agent, et puis voilà. Les choses se sont faites naturellement, Oui, et vous avez commencé une carrière relativement jeune. Mes débuts, c'était donc à l'Opéra de Bordeaux, j'avais 20 ans. Ouais. Voilà. Donc c'est très jeune? C'est très très jeune. Ouais. Oui, vraiment, j'en ai 30. Ouais. Donc voilà. Ouais. Alors justement, vous parlez de votre professeur du conservatoire qui est toujours votre professeur. Quelle est la relation qui s'est créée avec elle? J'imagine que ça doit être absolument... C'est à la fois une relation de très grande confiance, parce que d'abord je donne ma confiance à très très peu de personnes, confiance artistique, vocale. Bien évidemment, voilà. oui. À très très peu de personnes, ils sont 4 ou 5. Parce qu'ils m'ont vu grandir, ils connaissent ma voix, ils m'ont aussi aidé à grandir. Et donc avec Maryse, c'est la confiance absolue. Voilà, des fois, comme je lui dis souvent, j'ai une Maryse ici au-dessus de moi. Et quand je travaille un nouveau rôle, tu me dis comme ci, comme ça. Voilà, j'ai presque pas besoin de l'appeler. En dehors de ça, bien évidemment, on a développé une relation de très très grande tendresse et de très grand amour entre nous. Et voilà, c'est ma maman d'opéra, hein, Maryse, hein, je l'appelle comme ça. Et même si elle sait qu'elle est autorisée à me dire les choses. Donc, et c'est très important pour moi d'avoir cette oreille extérieure-là, pour avoir voilà, un avis sur comment la voix évolue. Et alors elle évolue comment cette voix? Voilà, c'était ma question. Pour l'instant, elle évolue très bien. Pour l'instant, elle évolue très bien. Pourquoi? Parce que pour qu'une voix se bonifie, comme un bon vin, il faut qu'elle soit mature. Pour ma paroisse de Bordelais. Vous en buvez du vin d'ailleurs? Ah, bien sûr. Ah, vous avez le droit. La représentation. Vous avez le droit de boire du vin, d'accord. Oui. Et pour qu'une voix se bonifie, il faut qu'elle reste en bonne santé, il faut qu'elle soit brillante, et il faut chanter des rôles qui vont l'aider à grandir et non pas des rôles qui vont au contraire la freiner, voire pire, la fatiguer. Et donc il faut choisir le bon répertoire. Et il faut savoir dire non aux propositions qui peuvent être des voix... Et ça, c'était facile de dire non au début? Au départ, non, parce que j'avais peur. Qu'en disant non, les directeurs se disent « Oh, lui, il a la grosse tête, on va plus l'engager ». Et finalement, je ne suis tombé que sur des directeurs bienveillants qui se sont dit « Ah, il est malin le petit ». Parce que peut-être que d'autres chanteurs n'ont pas cette réflexion. Il y a de la réflexion. Et voient le travail. Mais je le voyais aussi. Hein, je veux dire, quand on m'a proposé des verdis ou des choses, je me disais « Ah là là, mais c'est prestigieux comme endroit, c'est superbe, c'est oui ». Mais non, pas encore. Pour protéger votre voix? Oui, et puis pour que la carrière dure longtemps. Le but pour moi, c'est pas tellement de faire carrière, ça c'est fait, ça y est, c'est bon. J'en suis à ma 9e année de carrière, tout va très bien.
Le but, c'est qu'elle dure 30, 35, 40 ans la carrière. Et pour ça, il faut que la voix soit encore en pleine forme et que je sois en pleine possession de mes moyens dans les décennies à venir. Et comment vous le sentez, ça, que vous ne pouvez pas interpréter ce rôle par rapport à la voix? Comment vous le sentez? On a la chance d'avoir des répertoires qui sont quand même très dessinés. On sait que par exemple Verdi, il faut avoir une certaine maturité pour les rôles verdiens. Peut-être pas les tout premiers qui sont Verdi, qui sont encore très belles cantistes, ou des jeunes, ou des rôles assez jeunes. Mais Verdi par exemple, voilà, je sais que Verdi c'est pas avant 10 ans. C'est évident, c'est comme ça. Voilà. Même si tout le monde me met la pression de tous les côtés, je suis un roc, je suis comme ce mur, je ne bouge pas. Et quand je dis que Verdi c'est pas avant 10 ans, ça ne sera pas avant 10 ans, c'est comme ça. Donc on a la chance d'avoir ce répertoire-là, même les gros Puccini par exemple, on sait que ce sont des répertoires qui demandent, je pense au rôle de Scarpia, qui est quand même le gros rôle puccinien pour un baryton, pareil, pas avant une quinzaine d'années. Même si j'adore ce rôle, mais qui est très intéressant parce qu'on va chercher même émotionnellement, au point de vue du comédien, des choses qu'on ne pratique pas dans la vie ou qu'on ne ressent pas dans la vie. Donc c'est très intéressant, moi ça m'intéresse énormément, mais pas pour l'instant. Voilà, chi va piano va sano, les Italiens disent, et va lontano surtout. À part l'opéra, est-ce que vous avez d'autres passions? J'adore la nature, ouais. Je suis très très proche de la nature, j'ai grandi à la nature. Dans la nature. Et donc je peux, quand je suis dans une grande ville, j'ai beaucoup de mal à rester très longtemps. Il faut que je rentre chez moi quand j'en ai l'occasion, ou que je trouve la forêt la plus proche pour aller un peu me ressourcer. Et donc ça c'est très important pour moi. Je suis très proche. Autant ma mère m'a apporté la fibre artistique musicale, autant mon père, lui, est très proche de la nature et un amoureux profond des animaux et des plantes et de la nature en général. Et c'est lui qui, tout petit, m'a amené le soir regarder la passée des oiseaux ou le matin très tôt aller voir le soleil se lever. Et c'est ça qui à la fois a forgé mon âme d'homme, éco-responsable, et à la fois mon âme d'artiste aussi, parce que finalement, quelle est la plus belle, où peut-on trouver la plus belle inspiration pour un artiste si ce n'est dans la nature? Et là, vous êtes solitaire? Oui, bien sûr. Non, enfin... En tant qu'homme, je suis tout seul, mais je suis entouré de vie tout autour de moi. Oui, mais quand vous allez dans la nature, par exemple, ça peut être partagé avec des amis ou avec mon compagnon. On peut très bien se dire, allez, on va se balader dans la forêt, dans les bois, ou non, ça peut être seul. Et j'aime bien quand c'est seul, parce que je suis tout le temps en relation avec des gens, avec énormément de monde, dans le métier et puis dans la vie. Je veux dire, je suis tout le temps sollicité, voilà. Donc ces moments-là m'appartiennent qu'à moi. C'est pour moi, c'est avec moi et pour moi. Après Orange, des vacances? Une semaine. Une semaine en Espagne. Mais non, après Orange, arrivent les Huguenots à Bastille, voilà, la production que tout le monde attend, et nous aussi on l'attend, parce que ça fait très très longtemps que cet opéra n'est jamais donné en France, donc voilà. On a l'occasion de monter ces Huguenots à l'Opéra de Paris. Et une saison prochaine qui va être marquée par mes compositeurs favoris. Donc on va retrouver bien sûr Rossini avec Le Barbier à l'Opéra de Bordeaux. On va retrouver Mozart avec Papageno, toujours à l'Opéra de Paris. La production Robert Carfen que je reprends, que j'ai déjà faite. Et ma prise de rôle, et là c'est pour moi, voilà, on parlait tout à l'heure pas de prise de risque, mais au contraire de moments qui marquent le début de quelque chose de nouveau. Et bien en juin, il va en avoir un, je vais faire ma prise de rôle d'Hamlet d'Ambroise Thomas, en version concert, 3 représentations. Je vais avoir le bonheur d'avoir Diana Damrau en Ophélie, ce qui va quand même, voilà, c'est quand même super pour commencer faire ma prise de rôle. Mais voilà, donc c'est un pied dans ce répertoire français qu'on peut dire un peu noble. Voilà, j'ai déjà fait Valentin, mais Valentin c'est pas pareil, c'est très lyrique, puis c'est assez court. Là, Hamlet, c'est long et ça sera où? Passionnant. Au Deutsche Oper de Berlin. D'accord. Voilà. Et de vous produire chez vous à Bordeaux, est-ce que vous avez une émotion particulière quand on vous y invite? Pour moi, je me sens comme à la maison, je suis à la maison. Ce théâtre, je l'appelle ma maison, de toute façon, c'est ma maison, je l'appelle ma maison de cœur, l'Opéra de Bordeaux, parce que c'est vraiment là que tout a commencé, c'est là que j'ai eu mes premières émotions. C'est le tout premier opéra vivant que j'ai vu, pas sur DVD, pas sur cassette vidéo, c'était à l'Opéra de Bordeaux. Et donc c'est là que j'ai vraiment reçu ce que c'était qu'une voix lyrique pour la première fois, en vrai.
Et après ça, quand j'étais étudiant au conservatoire, j'ai travaillé à l'opéra en tant qu'appariteur, donc je plaçais les gens, je vendais les programmes, je faisais les entrées et les sorties du théâtre. Donc j'avais déjà un pied dans le théâtre et pour moi ça suffisait. Je ne me voyais pas faire la grande carrière, je me disais si je peux travailler à l'opéra, mais mon Dieu, C'est déjà beaucoup. l'honneur que ça serait, vraiment. Voilà. Ouais. Et donc c'est pour ça que dans ce théâtre, en fait ça a été l'initiation de la vie pour moi, de ce théâtre de l'Opéra de Bordeaux. C'était la grande initiation du passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte. Et il est très symbolique et il est très fort pour moi. Merci beaucoup, Florian Simpey. Merci à vous. Ah, merci beaucoup, merci infiniment. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.